parti pour la deuxième période de la grande team. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur le canal 203 StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Roger Stéphane, vous, bonsoir déjà. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord. Bonsoir la grande team. Ah, bonsoir Roger. Vous étiez dans les embouteillages? Moi un peu, on va dire. Ah, comme toujours. En train de me chauffer un peu pour la rencontre. Ah, d'accord. Vous jouez très bien en ce moment. Ah, merci. Ça me j'adore. fait plaisir. Tout le monde dit ça sur le plateau. J'adore. D'accord. Bon, vous avez pris la place d'Henri Jo. On a beaucoup de choses concernant donc la Ligue Europa, évidemment. Mais on va commencer tout de suite avec les éliminatoires de la CAN 2021 et du Mondial 2022. Voilà, le programme a été dévoilé. La commission d'urgence de la CAF a approuvé la date de reprise des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021 et de la phase de groupe de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Voyons ensemble le nouveau calendrier avec Dorgelès. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Tia. Comment vous allez? Je vais très bien habillé. Ah merci beaucoup. Bonsoir la team. Salut Dorgelès. Salut Dorgelès. Alors Alors aujourd'hui, vous parlez de calendrier. Ah, on a passé l'étape des stats. Aujourd'hui, c'est les calendriers. C'est bien ça. Ah, ouais. la douleur des filles noires. Allez, Tia, on va regarder qu'en 2021, le calendrier des éliminatoires. Les éliminatoires reprendront du 9 au 17 novembre 2020 avec les matchs des 3e et 4e journées. Les deux dernières journées, 5 et 6, auront lieu du 22 au 30 mars 2021. Mondial Qatar 2022, éliminatoire zone Afrique, juin 2021. Les matchs des premières et deuxièmes journées auront lieu entre le 31 mai et le 15 juin 2021. Les 3e et 4e journées se dérouleront du 30 août au 7 septembre 2021. Les matchs des journées 5 et 6 auront lieu du 4 au 12 octobre 2021. Et puis, les matchs de barrage aller-retour sont prévus du 8 au 16 novembre 2021. D'accord, merci beaucoup Dorgelès. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire concernant ce calendrier, Roger Stéphane? On est déjà heureux de savoir que le calendrier est fait, il est donné, et qu'on va reprendre la compétition au niveau des éliminatoires de la CAN 2021 et de la Coupe du Monde 2022. C'est une bonne nouvelle, donc en concertation avec la FIFA, la Fédération internationale de football, et les différentes confédérations, et notamment la CAF, la Confédération africaine de football. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est le retour du football. Les nations n'ont pas joué il y a un peu longtemps quand même. Si on va au bout de ces éliminatoires, on sera autour de 1 an sans avoir joué au football au niveau des nations. On a tout suspendu au niveau des éliminatoires de la CAF, au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et donc, c'est une excellente nouvelle de savoir que nos différentes sélections africaines, mondiales, vont retrouver la pelouse, vont retrouver les éliminatoires par rapport aux différentes compétitions. Yves-Boris. Oui, je partage l'avis de Roger, parce que c'est une bonne nouvelle, ça il faut le dire. Pourquoi? Ça sort un peu, les sélections africaines de l'incertitude, du flou, et puis de l'oisiveté dans laquelle elles étaient tombées à cause de la pandémie du coronavirus. Cette nouvelle programmation va permettre, je dis, au football africain de retrouver sa passion et sa flamme, parce qu'on sait très bien que c'est lorsque nos sélections jouent les matchs internationaux que les stades se remplissent et que la ferveur est à son paroxysme. Et ce serait très intéressant pour le bleu sportif africain qui était, je dis, un peu ensommeillé à cause de cette pandémie. On était obligé d'attendre que les choses se décantent du côté de l'Europe avec la Ligue des Champions et la Ligue Europa pour retrouver un peu plus de football intéressant, chatoyant, qu'on aime bien. Je crois que retrouver notre football africain avec les éliminatoires de la CAN et celui du Mondial 2022 est trop bénéfique et c'est une chose à saluer. D'accord. Yellow? Alors, on convient tous que c'est une très bonne nouvelle pour le football africain, mais le petit couac qui pourrait se poser, c'est qu'il y a eu un long moment, de latence, il n'y a pas eu assez de matchs pour nos pros, pour nos différentes sélections. Donc, est-ce que ces pros-là seront à mesure de pouvoir mieux jouer quand on sait que la latence entraîne ou occasionne plusieurs blessures? Je me pose véritablement des questions aussi sur la reprise. Non, ça dit qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Les sélections africaines ne sont pas autorisées à jouer au mois de septembre, je crois. Il y aura une fenêtre du mois d'octobre par rapport à des matchs amicaux organisés un peu par la FIFA, la Fédération internationale. Et puis au mois de novembre, les deux journées qui suivent donc, 3e et 4e journée. Et puis au mois de mars, l'année prochaine, on aura donc les 5e et 6e journées. Voilà un peu le programme. C'est un bon programme à mon ensemble. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de perturbations. Il y a eu, des modifications par rapport à la pandémie. Mais ça nous laisse entrevoir que il y a de l'avancée. Il y a une avancée notable par rapport à la gestion de cette pandémie. Et ça montre bien que le football va revenir bientôt aussi bien
sur le continent, parce que d'ailleurs, en Europe, on a repris à jouer au football au niveau des clubs. Oui. Les nations sont un peu en veilleuse, en Europe, partout dans le monde et sur le continent africain. Et j'avoue que sur cette nouvelle et sur ce nouveau calendrier, on est vraiment très heureux de savoir que très bientôt, nos différentes sélections vont commencer à jouer au football. Alors par contre, hein, dans son communiqué, la CAF ne communique pas, hein, elle ne dit pas, hein, elle ne précise pas, pardon, si les matchs se joueront avec ou sans public. Ce serait quoi l'idéal pour vous? Bon, pour le moment, on ne peut pas véritablement se prononcer là-dessus puisque le coronavirus n'est pas encore éradiqué de nos terres. Donc, pour le moment, on ne saura dire si ce sera avec public ou pas. Mais on connaît tous l'effervescence du football africain. On sait que le football africain vibre quand il y a de la population, quand il y a des supporters. Donc, on aimerait véritablement que ces matchs-là ne se jouent pas à huis clos. Mais... Oui, partage aussi son avis. Il faut véritablement qu'il y ait du public, mais en prenant des mesures barrières, bien évidemment. Parce qu'aujourd'hui, en Chine, on va reprendre le football, on a autorisé, je vais dire, les supporters à revenir dans les stades. Il y a des mesures barrières qui seront prises. Donc, port du cache-nez, distanciation sociale, prise de la température. On peut aussi le faire chez nous et permettre, je dis, au public de pouvoir aller suivre ces différentes rencontres parce qu'un match sans public, il est vraiment terne et il est difficile à regarder. C'est vrai que les Européens arrivent à le faire, mais chez nous, on sait que le public joue un rôle très important dans nos rencontres. Il a vraiment raison, hein, parce que moi, je suis parrain d'un tournoi au village et franchement, on a pris, on a tout fait pour que les mesures de distanciation soient respectées. Chacun a au moins 4 mètres de son ami. Voilà, au moins, il y a 4 mètres entre nous. Oui. Et puis, moi, j'assure à la présidence, les villageois, bizarrement, ils veulent assister à tous les matchs. Oui. Donc, on a pris nos précautions. Les footballeurs sont là. Ils attendent seulement le décaissement, voilà, des moyens financiers, Okay. pardon, et puis pour que les compétitions commencent. Sinon, c'était juste pour vous informer. Hein, on a vous invitez, si vous compris, voulez, aussi de mon village, D'accord. parce que je préside On ça. comprend bien, on Merci comprend beaucoup. bien. Non, l'idéal, c'est d'avoir le public. Vous savez que le football est un véritable phénomène de société aujourd'hui qui se joue avec le public. Et le public sublime un peu les joueurs. Et donc, on a envie de voir ça. En France, on a testé, par exemple, les différents matchs amicaux avec, on se souvient, le Paris Saint-Germain, où il y avait 4900, 4980. Ben, très bien, spectateurs au terrain. Et donc, ça, c'était en Europe. Et bon, est-ce qu'en Afrique, on pourra expérimenter la même donne? On ne sait pas encore. Parce que, comme on le dit, la gestion de la pandémie ne se fait pas de la même façon sur les différents continents. Nos fédérations, nos États n'ont pas les grands moyens des États européens, des clubs européens. Est-ce qu'on va trouver la solution, comme ça a été fait dans les différents championnats, en simulant le public par rapport à une réorganisation avec... Roger Stéphane, est-ce qu'il faut beaucoup d'argent pour mettre les personnes, enfin une personne sur deux sur les sièges? Est-ce qu'il faut beaucoup d'argent pour faire ça? C'est ce que je suis en train de dire. Il y aura peut-être des solutions. Voilà. C'est-à-dire que sur des stades C'est pas une question d'argent, voilà, c'est une question d'organisation. Absolument. Sur les stades de 30 000 spectateurs, on pourra en avoir le tiers ou bien peut-être le quart. Donc, ça permettrait de respecter la distanciation par rapport donc, aux différents matchs. Ou alors, peut-être faire les simulations comme ça a été fait avec les matchs du côté de l'Europe, avec info public, affiches, sonorisation. Enfin, bref, le public est important. On espère que ça va se faire avec le public. Si ça ne se fait pas, bon, tant pis pour nous, on va dire. Mais on serait bien heureux de voir ça parce que les deux compétitions qui arrivent là, éliminatoire Coupe du Monde, éliminatoire Coupe d'Afrique, il y aura des matchs importants, de très gros matchs, avec les meilleures nations sur le continent, avec les meilleurs athlètes sur le continent qui ont évolué cette saison dans des conditions un peu difficiles avec la pandémie au niveau de l'Europe. Il y a longtemps qu'on ne les a pas vus. Et donc, ces deux compétitions-là, ces éliminatoires-là, seraient une occasion d'aller vibrer, d'aller communier, d'aller partager de grandes sensations avec ces footballeurs. Et on espère qu'il y aura du public pour les deux éliminatoires, CAN et mondial. Alors, au plan sportif, hein, cette longue pause aura-t-elle un impact sur le rendement des équipes au point de bouleverser certaines choses? Oui, possible. Pourquoi? Parce que les joueurs sont en train de reprendre le championnat dans leurs différents clubs respectifs. Maintenant, c'est peut-être au niveau des automatismes avec les sélections que ça va peut-être coincer parce que les joueurs ne seront pas tous au même niveau. Certains vont reprendre peut-être tardivement, d'autres vont reprendre un peu plus tôt. On a la France qui va reprendre assez bientôt. On a aussi la Première Ligue qui reprendra en septembre. Donc, du coup, les équipes, je dis, les joueurs africains qui évoluent dans ces différents championnats-là ne seront pas au même niveau, ne seront pas au même niveau de forme. Donc, je dis, c'est au niveau tactique. Et surtout avec la mayonnaise, l'osmose qu'il doit prendre avec ces différents joueurs-là, c'est là que ça va coincer un peu. Mais je pense que quand le rythme va venir, quand les joueurs vont jouer plusieurs matchs, je crois que tout reviendra assez tranquillement pour nos sélections. Le calendrier sera chargé, les matchs seront enchaînés, mais c'est ça aussi la réalité du haut niveau.
on a tenu compte d'un certain nombre d'éléments par rapport à la programmation de ces deux éliminatoires. Alors, je vois là, par exemple, que pour la Coupe du Monde et la CAN, ça va être enchaîné. On aura les barrages en novembre 2021 pour en ce qui concerne donc la Coupe du Monde pour pouvoir entrer en 2022 sur la compétition. Mais on aura commencé au mois de novembre de l'année qui vient là par rapport à toutes ces compétitions. Donc c'est une année mais charnière, vraiment chargée. Et donc on va observer un peu pour voir le comportement de ces équipes. Nous, pour les éliminatoires de la CAN, on est dans le groupe K avec l'équipe de Madagascar qui est en tête en ce moment. Nous sommes 3e derrière l'Éthiopie et avant donc l'équipe du Niger. Notre prochain match, c'est contre Madagascar qui est leader de la poule avec 6 points. Nous avons 3 points. C'est un match que nous devons négocier. Si on gagne, on va rattraper donc cette équipe malgache au tableau avec 6 points. Ça voudrait dire qu'on a un besoin urgent de nous appuyer donc sur nos joueurs par rapport à ce qui a été fait sur les différentes compétitions, les fins de saison pour les championnats au niveau de l'Europe, en espérant que l'équipe malgache aussi, qui était dans une très très bonne dynamique par rapport donc à la dernière CAN, mais qui malheureusement a été perturbée un peu dans les événements actuels avec la pandémie. Bon, est-ce que ça va jouer en notre faveur? Est-ce que nous-mêmes aussi, on va avoir des difficultés quant à la reprise? Est-ce que toutes les équipes vont être un peu dans le dur par rapport à la reprise? On ne sait pas encore, mais il est clair que cette cassure-là, cette pause-là, va perturber un peu les différentes formations. Et puis ça va également permettre, alors là je vais voir un petit peu le côté positif, ça va permettre aussi aux sélectionneurs de faire tourner l'effectif et peut-être de découvrir de nouveaux talents aussi. Oui. Exactement. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai qu'il y a de nouveaux talents bien sûr qui vont éclore pendant cette période-là. C'est des joueurs qu'il va falloir intégrer dans ces différents groupes. Mais je voulais ajouter quelque chose qui est aussi très important, c'est qu'on pourrait avoir des matchs qui pourraient être délocalisés. Parce que par exemple des pays qui ont été frappés durement par la pandémie, par exemple comme le Madagascar aujourd'hui, que vous venez d'évoquer. Madagascar, pardon. Le Madagascar, non, c'est... Non, Madagascar. Merci, coach. De rien. Madagascar, voilà. Je dis, on pourrait délocaliser cette rencontre et ça pourrait être tout de bénéfice pour la Côte d'Ivoire. Si on délocalise un match Madagascar-Côte d'Ivoire à Abidjan, par exemple, ce serait tout bénéfice pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui vont jouer sur le terrain et qui seront... il est un peu... il est malin, le garçon. Le garçon. Mais c'est quelque chose qu'il faut pouvoir envisager. On va pas cracher. Mais Madagascar ne va pas délocaliser son match à Abidjan. Peut-être un pays voisin. Mais sur les effectifs, c'est très bien. Et on est heureux de savoir que Boumel est sur une piste de, on a dit quoi, 75 à 80 joueurs. Donc ça lui, il a un éventail important de joueurs à observer. Et vous avez parfaitement raison quand vous dites que ça permettra aux différentes sélections de faire tourner les effectifs. Et donc les pays forts, les pays puissants en termes de football, qui ont un vivier important, pourraient s'appuyer donc sur des joueurs importants, un large éventail de joueurs. Et nous, c'est notre avantage, parce que cette année, quand même, au plan européen, on a quelques joueurs qui ont brillé, notamment en Italie. C'est vrai, en Italie. Oui. On sait très bien. Et on espère que ça va profiter à Boumel. D'accord, merci. Bon, ben voilà ce qu'on pouvait vous dire. Non, moi j'avais un truc à dire. Oui. Concernant cette histoire de supporters au stade, là, franchement, il ne faut pas faire comme au village, parce qu'ils ont dit qu'ils vont jouer les matchs à huis clos, mais c'est les génies qui vont passer les supporters. Mais maintenant, le match, j'en ai vraiment peur. Merci beaucoup. Allez, on continue. On va parler du mondial U17. Il y a 25 ans, le Ghana devenait champion du monde. Et oui, déjà 25 ans que ce Ghana remportait la Coupe du monde des moins de 17 ans organisée en Équateur. Eh bien, revoyons les temps forts de cette finale. Alors voilà donc l'ouverture du score des Ghanéens. C'était la grande finale face à l'équipe du Brésil. Donc du côté de l'Équateur, les Ghanéens étaient mais vraiment prêts pour cette compétition. Le ballon là en pleine surface de réparation, mal renvoyé par le portier brésilien. Et puis derrière, il y a le joueur ghanéen qui inscrit donc le deuxième but. C'est un peu la finale entre les deux Brésiliens. Les Brésiliens d'Afrique, les Ghanéens, voilà la technique des Black Starlets. Là, le ballon plein surface, frappe lointaine, plein du camp. Donc deuxième but pour l'équipe du Ghana. C'est une action magnifique qui met en valeur la technique ghanéenne sur cette finale. 2-0 pour les Ghanéens face à qui? Au Grand Brésil, qui a toujours été considéré comme une nation, la grande nation de football. Et puis derrière, il y a ce corner. Les Brésiliens vont réduire le score. On est à 2-1. La défense ghanéenne va hésiter un peu. Les Brésiliens là inscrivent donc le but de la réduction du score. On est à 2-1 pour un match qui a tourné jusqu'à 3-2 entre Ghanéens et Brésiliens. On revoit cette action. La défense ghanéenne va tergiverser un peu. Puis voici les Ghanéens qui ont réparti. L'ouverture là magnifique sur le côté gauche de la défense brésilienne. L'avancement ghanéen, il attaque la surface, centre en retrait, pied gauche derrière. 3-1 pour les Ghanéens qui sont au sommet du football mondial dans cette catégorie des U17. On revoit encore ce but, plat du pied gauche,
retrait magnifique, action bien construite là-bas sur le côté gauche de la défense brésilienne. Les Brésiliens qui vont réagir, il ne reste plus assez de temps à jouer. Voilà un super ballon dans la profondeur. La défense ghanéenne est prise de vitesse, la frappe ras du sol. C'est le deuxième but brésilien. 3-2, ça va être le score final de cette finale, une finale mémorable qui a mis en valeur la qualité exceptionnelle du football ghanéen dans cette compétition. Alors justement, moi ça me fait super plaisir de revoir ce genre d'images. Voyons un petit peu le parcours du Ghana au mondial U17 1995. D'Angélès, dites-nous tout. Oui, Tia, regardons ensemble. Ils ont été magnifiques, ils ont bien représenté le continent africain. Le premier match, et oui, c'était du côté de l'Équateur, Ghana-Japon, victoire du Ghana 1-0. Deuxième match, Ghana-Équateur, 2-1 pour le Ghana. Et puis 8 août 1995, Ghana-États-Unis, victoire du Ghana 2-0 en quart de finale. 12 août 1995, Ghana-Portugal. 2-0 pour le Ghana en demi-finale. Le Ghana a battu Oman 3-1. Et puis en finale, tout simplement, le 20 août 1995, Ghana-Brésil 3-2. Quelques noms des joueurs ghanéens qui ont brillé. Bien sûr, il y a eu Abou Idrissou, 2 buts durant la compétition. Et puis des garçons qui ont explosé. Bachirou Gambo, Apia, Michael Abou, tout simplement. Tia, c'était le vrai football made in Ghana. D'accord, très En bien. ce temps, il y avait Ashanti Kotokola. 95, oui, je pense que les clubs ghanéens n'ont pas encore totalement disparu. C'était une époque charnière quand même du football ghanéen avec ces jeunes prodiges qui mettaient en relief et en valeur le potentiel, mais je dis brut, du football ghanéen. On les considère comme les Brésiliens d'Afrique. Ils savent manier le ballon et c'est très tôt, d'abord dans les quartiers, dans les faubourgs des quartiers au niveau du Ghana, et ça a été confirmé. D'ailleurs, il faut savoir qu'ils ont gagné la même compétition U17 en 1991, ils font un bon tournoi en 1993 et puis ils enchaînent en 1995. C'était vraiment le sommet au niveau des jeunes, au niveau du football ghanéen. Alors, bon, là, ce sera une question pour vous, parce que je ne suis pas sûre que les autres étaient nés il y a 25 ans. Quand vous avez revu ces images, Roger Stéphane, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Oui, mais comme on dit, vous savez que on ne gagnait pas beaucoup ce type de compétition. Il y avait le Nigeria qui avait déjà gagné, je crois, la première édition. Et les équipes, les sélections seniors au niveau de l'Afrique brillaient, mais n'arrivaient pas à être au sommet du football mondial. Et là, sur les catégories de jeunes, au niveau des U17, il y a eu la révolution avec le Nigeria et le Ghana. Et ça montrait que l'Afrique avait un potentiel exceptionnel qui partait des équipes de jeunes pour finalement dépendre un peu sur les équipes seniors. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'à cette époque-là, 1990, vous avez la superbe campagne du Cameroun avec la Coupe du Monde. 1994, vous avez la superbe campagne du Nigeria au Mondial aux États-Unis en 1994. Mais tout ça dénote de ce qui a été fait, préparé par les plus jeunes, notamment du Nigeria et puis le Ghana. Donc c'était vraiment la belle époque du football des jeunes avec des joueurs mythiques, oui. ni Eduardo Lamté, Samuel Kufou et autres. À cette époque-là, c'était une superbe génération. Mais justement, qui Roger dominait le Stéphane, football. qu'est-ce qui explique le fait que le Ghana réalise très souvent de bonnes performances, de bonnes prestations chez les jeunes en Coupe du Monde? On va parler de la formation. Le Ghana misait beaucoup plus sur la formation à cette époque et ils arrivaient, je dis, à faire éclore de grands talents. On en a cité, mais on peut en citer encore Michael Essien, on a cité Stéphane Apia. Il faut remarquer que tous ces joueurs, je dis, ont atteint leur maturité à partir de 2008, où ils ont disputé la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, organisée d'ailleurs du côté du Ghana, malheureusement perdu en demi-finale. Ils ont été battus par le Cameroun. Et puis, cette équipe arrive en finale de la CAN en 2010. Et c'était face à l'Égypte, malheureusement aussi perdu face aux Égyptiens. Et puis, on n'oublie pas que cette équipe-là a réussi, je dis, à manquer d'un cheveu de se qualifier pour une demi-finale de Coupe du Monde. C'était en 2010 du côté de l'Afrique du Sud. Oui. Donc, vous remarquez que cette formation-là a gardé son ossature pour arriver à maturité 13 ans plus tard. Et elle a réussi à quand même de faire de belles choses, même si elle n'a pas pu remporter une coupe. Mais c'est des performances quand même à saluer. Il faut savoir, par exemple, que cette Coupe du Monde, on était à la 6e édition. Et juste avant la Coupe du Monde, le Ghana venait de gagner la Coupe d'Afrique au mois de mars au Mali, dans la catégorie, en battant en finale le Nigeria 3-1. Le Nigeria qui, à l'époque, était l'ogre sur le continent africain. Et donc, ça veut dire quoi? Que les Ghanéens, à cette époque-là, avaient une pépite importante, avaient des jeunes talents, avaient des jeunes prodiges, qui ont réussi à avoir une bonne génération à l'époque. Parce que tout à l'heure, on a vu par exemple Ni Eduardo Lamté, qui à l'époque, à 16 ans, était le jeune garçon le plus sollicité de tous les grands clubs européens. Ni Eduardo Lamté, que beaucoup d'observateurs connaissent. Il y avait également à l'époque l'émergence de Michael Essien,
qu'on ne présente plus, qui après a fait une superbe carrière avec le Ghana et Chelsea. Il y avait également Samuel Kufou, qui après a signé au Bayern, qui a fait une superbe carrière également avec l'équipe du Bayern. Donc c'était le Ghana, avec ses jeunes prodiges, avec ses enfants, avec ses gamins, avec ses bambins, qui sortaient donc des différents clubs, des différents centres, comme nous on a pu le faire à l'époque, là, avec l'ASEC Mimosa et son académie, qui a pu préparer des générations formidables, d'où sont sortis les Gervinho, les Yaya Touré et autres. Eh bien, c'est la préparation au niveau des jeunes gens, c'est la préparation au niveau donc, des garçons. Et en football, il n'y a pas de génération spontanée, il y a toujours des générations programmées. Et ça, ces générations étaient programmées et elles ont donné de très bons résultats sur la compétition de jeux. Les jeunes réussissent en Coupe du Monde, pourtant les seniors ont beaucoup de mal au niveau africain à atteindre les demi-finales. Pourquoi ? Ça, c'est une question vraiment, je vais dire, assez difficile quand même à donner une réponse, mais on peut en trouver. Il faut dire que ces joueurs, à un moment donné, ont du mal à enchaîner avec les différents clubs parce que certains font de mauvais choix, ne sont plus compétitifs, vont dans des championnats de seconde zone, alors qu'il faut rester au top, au haut niveau, je veux dire, pour pouvoir être compétitif, surtout au plan international. Quand on joue la Coupe du Monde, remarquez bien, c'est les meilleurs joueurs des grands championnats qui se retrouvent dans cette Coupe du Monde-là. Donc du coup, quand vous jouez dans des championnats de seconde zone et que vous n'êtes plus compétitif, parfois vous êtes même sur le banc, vous n'êtes pas titulaire, il est vraiment difficile, je veux dire, d'apporter ce savoir-faire-là à son équipe nationale. Mais remarquez bien quand même cette équipe du Ghana, quand elle arrive à la Coupe du Monde 2010, remarquez, tous les joueurs étaient quand même titulaires dans leur club. Vous avez Michael Essien qui était titulaire à Chelsea, on avait les Souley Muntari, on avait les Stéphane Appiah qui jouaient à la Juventus Turin, on avait Kevin Prince Boateng qui étaient des joueurs, je dis c'est l'ossature avec les frères André Ayou. C'était une ossature qui était vraiment solide parce que les joueurs étaient en compétition, ils jouaient véritablement dans leurs différents clubs et quand c'est comme ça a réagi positivement sur la sélection. Mais en face aussi, il y avait de la résistance avec les joueurs de l'Égypte. Ah oui. Ils jouaient tous ici, voilà, en Afrique, en Égypte. Alors, mais ils étaient très forts. Mais par rapport à ce que vous dites, est-ce que le fait de jouer dans un petit club vous empêche forcément de faire des bonnes prestations en équipe nationale? N'oubliez pas que ce n'est pas le même niveau aussi. C'est pas le même niveau. Alors, oui, mais là, j'ai un contre-exemple. Odion Igalo qui joue en Chine, je veux dire, il a fait quand même il est quand même entouré de joueurs qui jouent dans de très grands championnats. N'oubliez pas, il est entouré quand même de joueurs qui jouent dans de très grands championnats. Et puis, n'oubliez pas que c'est des équipes quand même qui se connaissent depuis jeunes. Donc, du coup, il y a les automatismes qui sont déjà là. Voilà. Oui. C'est exactement ça, en fait. Je vais citer deux éléments pour compléter son argumentaire. Vous avez d'abord, je le disais tout à l'heure, en football, il n'y a pas de génération spontanée. Il faut des générations programmées. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait. Et les Européens sont spécialistes en la matière. Quand vous prenez les équipes en Allemagne, en France, tous ceux qui jouent en senior ont généralement joué en U15, U17. Ils se sont tous rencontrés et connus dans les équipes de jeunes. L'Allemagne qui est championne du monde en 2014, tous les acteurs là ont joué en jeunes. La France du monde, championne du monde en 98, la plupart des acteurs ont joué chez les jeunes. Ce qui n'est pas toujours le cas chez nous en Afrique. Vous avez un bon groupe au niveau des jeunes, mais après, il y a un manque de suivi au niveau des garçons et qui fait qu'à un certain moment, ils sont tous dispersés et on ne retrouve pas la même génération. Heureusement que nous, sur la formation faite à l'académie, on a pu suivre les jeunes garçons, ils sont restés dans une bonne dynamique, ils sont restés performants et finalement, ça donne les bons résultats, notamment les Coupes d'Afrique et les bonnes participations aux phases finales de la Coupe du Monde. Le deuxième élément, c'est l'âge. L'âge. Très souvent, ils ne sont pas honnêtes sur l'âge. Parce que le Nigeria a eu beaucoup de problèmes concernant l'âge de ces garçons. Quand ils sont jeunes, ils sont brillants, mais quand ils vont chez les seniors, ils ne sont plus très brillants. Parce que quand ils atteignent l'âge des seniors, à la vérité, ils sont épuisés, ils sont fatigués. Or, chez les Européens, il y a un suivi qui est fait de telle sorte qu'on sent qu'il y a une progression logique par rapport à l'âge des garçons. C'est un peu dommage, parce que sur les jeunes, par exemple, le Nigeria a gagné 5 Coupes du Monde des U17. Le Nigeria, 5 Coupes du Monde des U17, même jamais une demi-finale, même un quart de finale en Coupe du Monde. Oui. Le Ghana a gagné 2 Coupes du Monde des U17 avec les jeunes, mais jamais une demi-finale en Coupe du Monde n'eût été dans la superbe campagne de 2010 où ils sont éliminés en quart de finale par l'équipe de l'Uruguay de Luis Suarez. Donc c'est un peu ça, ces deux éléments-là, le manque de suivi sur les générations et puis peut-être l'âge qui n'est pas tout à fait juste quand ils sont à 17 ans. Bon alors, qu'est-ce qui manque à la Côte d'Ivoire pour réaliser de bonnes performances chez les jeunes? Mais on y est presque, hein. On n'est pas très loin quand même, on va le dire. En 1983, on a participé à la Coupe du Monde Junior avec la génération des Keke Aimé et Lucien Kassi-Kouadio. Je crois en 2008, on était aux Jeux Olympiques également avec la génération des Gervinho et autres Kalunyo. En 2013, on a été champion d'Afrique cadet avec Franck Kessié et autres.
Et puis, il n'y a pas longtemps, l'année dernière, dans la CAN des U23, on a été vice-champion d'Afrique. Donc, je vais dire, on n'est pas très, très loin. Mais comme je dis, c'est un peu distendu, un peu en dents de scie, donc on n'enchaîne pas. On n'est pas loin. C'est dommage qu'il n'y ait pas de compétition de jeunes au plan local. C'est dommage que la plupart de nos équipes de Ligue 1 n'aient pas d'équipe de jeunes pour permettre à la fédération d'organiser un vrai championnat au niveau des jeunes. C'est dommage que la fédération avait lancé à l'époque de très bons projets concernant les jeunes qui n'ont pas suivi. C'est un peu dommage. Mais en tout cas, on n'est pas très très loin parce que comme le Ghana, comme le Nigeria et comme le Mali, qui suit ces dernières années a montré de très belles choses avec les U17 et les juniors. Et d'ailleurs, la belle génération malienne, celle des Genepo, a fait une superbe CAN en 2019, il n'y a pas longtemps. Et donc, comme ces grandes nations-là, la Côte d'Ivoire a un potentiel énorme. C'est juste un problème d'organisation, un problème de compétition, un problème de championnat pour nous permettre d'être au niveau du Ghana et du Nigeria. Et bien voilà, j'ai presque envie de vous donner mon brassard aujourd'hui. Il y a longtemps que je ne l'ai pas eu. Allez, voilà, allez, tenez. Voilà. Non, il a bien parlé. Hein. Il connaît son maître, le brassard. Oh, bah tiens, évidemment. Allez, on va marquer une nouvelle page de publicité. On va revenir pour parler de la reprise de la Ligue 1 en France et puis de la finale de la Coupe, de la Ligue Europa, pardon, entre le FC Séville et l'Inter Milan, ce qui fera qu'on sera à l'antenne demain à 19h. Bon, ben, je vous explique tout dans un instant. Ben, profitez de la pub pour aller boire un petit peu d'eau, pourquoi pas, aller mettre un peu de gel hydroalcoolique, pourquoi pas. Et puis allez également sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un petit message concernant la question du sondage qui concerne évidemment la Ligue Europa. L'Inter peut-il empêcher le FC Séville de remporter un 6e titre? Eh bien, à vos claviers.